Premier grand thème donc, de la matinée, la révolution de l'éducation que je propose d'aborder à partir de apprendre et transmettre autrement. On a vu, si on veut rebondir sur la vidéo de Jonathan, que c'est vraiment une des clés, un des éléments importants de transformer la façon d'apprendre et de transmettre. Alors pour cela, j'appelle Isabelle Séchaud, Sylvain Bureau, Gilles Pécou et Xavier Delattre. Bonjour. 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 Merci de votre présence. Bonjour. Asseyez-vous où vous le souhaitez. Je vais me mettre à l'extérieur si vous voulez bien. Je vais me mettre juste là, comme ça Voilà. Ça va? Tout le monde a un siège? Parfait. Voilà. Alors, peut-être on va commencer, si vous le voulez bien, par donner la parole à Isabelle Séchaud. Vous êtes directrice de la formation à l'Institut supérieur Maria Montessori et diplômée de l'association Montessori International pour les enfants de 3 à 6 ans. Vous avez un micro. C'est une approche qui n'est pas nouvelle. Montessori, ça fait de nombreuses années que vous existez. En quoi aujourd'hui vous vous distinguez des autres méthodes d'apprentissage? Effectivement, ce n'est pas nouveau, mais je pense que la différence fondamentale, c'est une différence de paradigme, la différence de regard qui est posée sur l'enfant, qui est avant toute chose considéré comme un être en voie de développement. Et notre approche finalement de cet enfant ne sépare jamais finalement la question du développement de la personne, de la personnalité, et la question du développement des apprentissages. Et la finalité de toute cette approche, c'est de permettre aux individus de se développer, de fonder de la confiance en eux, l'estime de soi, une capacité d'indépendance, et qui seront des clés pour pouvoir interagir au niveau social et entreprendre, quel que soit le terme d'entreprendre. Alors ça c'est le principe, oui, oui. L'approche principale. Ça fait plusieurs dizaines d'années que vous l'avez mise en place, et je pense qu'à chaque situation, vous l'améliorez. Est-ce qu'à force de le dire, de le montrer avec des résultats qui sont les vôtres, vous pensez que vous avez réussi à en faire la pédagogie, et que d'autres, notamment dans des systèmes plus académiques, plus classiques, ont compris cette approche qui était très nouvelle à une époque? Aujourd'hui, on est à un moment où c'est de plus en plus diffusé, cela sollicite de plus en plus d'intérêts divers et variés, plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins sages, ou bercés de peut-être certaines illusions, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'approche différente, peut-être, suscite beaucoup d'intérêt, et je pense que c'est lié à ce dont on a déjà entendu parler par votre introduction. C'est la grande question autour. Et maintenant, comment peut-on faire peut-être un peu autrement? Autrement et plus rapidement, et correspondre aussi beaucoup plus aux besoins, je ne sais pas si ce mot va vous choquer, mais du marché, c'est-à-dire des entreprises qui proposent des emplois. Voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas notre finalité. Oui. Ce n'est pas notre finalité en soi. C'est-à-dire que moi, je donnerais un sens à entreprise peut-être un peu plus large que celui qui est le vôtre, et je vous prie de bien vouloir m'excuser de faire cela. Non, ça a été le cas ce matin quand Philippe Ayat dit, c'est là où Grégoire Santi, la capacité d'entreprendre sa propre vie et de développer sa vie. On est dans ces logiques-là. Il n'y a pas uniquement, c'est pas que l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat au sens très large que l'on valorise, en tout cas ici. C'est l'entreprise humaine, et la question, elle est là. Tout à fait. Et la grande, juste pour conclure ça, la grande entreprise humaine qui était dans la vision de Maria Montessori, c'est celle de la possibilité d'une société qui pourrait se diriger vers la capacité à vivre la paix. Voilà, pour mettre la grande perspective. Xavier Delattre, directeur général de la Fondation Entreprendre et président de l'Association française des fundraisers. Quand on parle d'éducation, de la nécessité, on l'a vu, de transformer, d'adapter le modèle éducatif, comment vous réagissez? Déjà, c'est une constatation qui a été déjà annoncée. On est en train de vivre un changement de paradigme dans le monde. On l'a vécu ces 20 dernières années. On sent tous que le phénomène d'accélération, il n'est pas fini, il va même s'amplifier.
et qu'aujourd'hui, ce que nous avons vécu, nos générations, qui est je fais des études puis une carrière, globalement tout ça vole en éclats et qu'on rentre dans un système qui est peut-être d'ailleurs un système beaucoup plus de liberté, où on va faire des études, on va commencer un premier métier, on va devoir commencer à réfléchir sur le fait que mon métier, avec un monde qui se digitalise, avec l'arrivée du 3D, avec l'arrivée de toutes les sciences qui s'interconnectent, mon métier, il va progressivement disparaître, ou tellement évoluer que je vais devoir me reformer, que vraisemblablement je passerai par des statuts de CDI, de CDD, d'indépendants qui vont changer durant ma carrière. Et ça, il faut en prendre conscience dès maintenant. C'est une forme d'agilité, c'est une forme de pensée. Le monde est comme ça, le monde va vers ça. Et que ça va impliquer, pour moi ça implique deux choses, en tout cas pour l'éducation. C'est je ne pense pas qu'il faille opposer modernité et tradition, c'est que je pense que la connaissance des fondamentaux va être de plus en plus importante, parce que si on ne les a pas, on va être très vite largué. Vous avez vu que plus il y a d'informatique, plus il faut savoir lire vite. Petite parenthèse, mais si en même temps, Grégoire l'a dit, on appelle les soft skills maintenant ou les compétences transversales, c'est tout simplement des qualités humaines, et on se rend compte que ces qualités humaines qui étaient peut-être sous-jacentes, ça devient des vraies compétences. Quand on est capable de créer de la confiance, quand on est capable de faire de la négociation, quand on est capable d'entrer en contact, quand on est capable de créer du lien, de la transversalité en entreprise, on a une énorme valeur. Est-ce que justement, c'est pas la question de confiance en soi qui peut être centrale, parce que quand vous êtes tous là, on sait qu'on va peut-être dans 6 mois trouver un boulot pour la plupart d'entre vous, un peu plus tard, dans 2 ans de changer, et puis le boulot va disparaître. Et puis, est-ce que la capacité à adresser et à surmonter des changements permanents, est-ce que le volet de la confiance n'est pas déterminant entre 2 personnes qui vont pouvoir aborder ces transformations et d'autres qui auront moins confiance en eux pour le faire? C'est peut-être un des défis de l'école, c'est que l'école doit être créatrice de confiance. Je me souviens d'un livre que j'avais lu d'un prof de Sciences Po qui s'appelle Peter Campbell, qui était, alors excusez-moi monsieur le recteur, c'était « En France, on achève bien les écoliers ». Alors, vous mettez des guillemets, hein, et il critiquait beaucoup la culture du thé nul. C'est-à-dire que t'as 8, t'aurais pu avoir 6, t'as 8, t'aurais pu avoir 10, t'as 12, t'aurais pu avoir 14. Et finalement, on est toujours nul par rapport à ce qu'on pourrait être. Et je pense qu'il y a un vrai défi pour l'éducation qui est comment créer cette confiance. Et pour créer cette confiance, c'est tout le défi, mais qui n'est pas évident à poser, qui est au-delà de la massification de l'enseignement, comment je prends en forme ces formes d'intelligence qui sont différentes, comment j'amène les élèves à faire pour apprendre, ce qui implique que je diversifie les pédagogies, ce qui implique que je vais avoir un défi de la personnalisation de l'éducation, et ce qui implique une autre question qui est comment j'accompagne tous les profs C'était ma question. À cette évolution de la pédagogie. Comme elles sont. On dit le système éducatif, c'est avant tout c'est un système et il y a des professeurs dedans. Et donc, c'est comment je pose la question au recteur d'ailleurs sur cette question-là. Est-ce que vous travaillez sur la question de la confiance? De la capacité à transmettre la confiance et à donner aux élèves, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, Jonathan a dit, bon, finalement, moi, le système éducatif, il m'a plutôt fait douter de moi-même, il ne m'a pas renforcé dans mes propres capacités. Est-ce que pour vous, c'est un sujet, vous, au sens de l'académie, hein? Merci. Ce qu'a dit tout à l'heure le jeune témoin, Jonathan, c'est cela, c'est le bilan d'un parcours de réussite en réalité. C'est-à-dire qu'il explique que moi, le système éducatif ne m'a pas donné tout ce que je voulais, sauf qu'il a réussi. Sauf qu'il est là pour témoigner de ce qu'en réalité le système éducatif lui a donné. Donc j'ai envie de lui demander, que voulais-tu de plus? Ou qu'est-ce qui t'a manqué dans le système éducatif? La question que vous posez, je n'ai pas envie de la poser à Jonathan. J'ai envie de la poser aux gens qui n'ont pas réussi ou qui considèrent qu'ils n'ont pas réussi. Et là, le système éducatif, il a failli. Je le reconnais. C'est-à-dire que nous portons toujours mieux et toujours bien un certain nombre de jeunes qui constituent ce qu'on n'a pas envie d'appeler les élites, mais que l'on appelle partout les élites. En revanche, peut-être laissons-nous trop de gens de côté et interrogeons-nous sur le fait que nous en laissons de plus en plus. C'est ça le vrai problème. La confiance dont vous parlez, c'est la confiance que l'on doit donner aux jeunes, d'eux-mêmes,
Et alors là, on peut en reparler, il y a des vecteurs, il faut en parler avec les jeunes eux-mêmes. Ce qui a été dit tout à l'heure par Xavier, c'est-à-dire, somme toute, nous sommes dans un système qui donne toujours l'impression qu'on a mal fait ou qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire. Voilà un problème. Donc la confiance, il faut la donner aux jeunes. Mais la confiance, il faut aussi être certain que la société, les acteurs, les entrepreneurs comme vous, l'ont en l'école. C'est la vraie question. C'est l'une des premières fois où, pas des premières fois, non, parce qu'à Paris, ça ne se passe pas comme ça depuis que je suis recteur, mais enfin, c'est une fois où je suis là, comme universitaire et comme représentant du système éducatif, sans être en position d'accusé. C'est pas si fréquent que ça. C'est pas si fréquent que ça. En général, on vient et on vous demande de donner des comptes, de rendre des comptes. C'est pas votre cas. Vous sortez plutôt bien, en tout cas. Vous en sortiriez très bien dans cette position. Mais c'est pas mon propos. Je me sens extrêmement bien. Et d'ailleurs, j'ai multiplié, vous le savez, les rencontres avec le monde des acteurs économiques et les élèves et les professeurs depuis quelque temps. Alors, je vais poser encore 2 questions, mais n'hésitez pas vous-même déjà à imaginer et à formuler les questions que vous avez en tête. Je vais vous passer la parole très, très rapidement, que vous puissiez échanger en direct si vous le souhaitez. Donc, commencez à réfléchir au type de questions que vous souhaitez aborder avec nos invités. Il y a quand même un élément que vous venez de dire qui, moi, m'interroge. Oui. En disant inquiète, je ne sais pas le terme exact, puisque je vais vous mettre en position donc, de subir mon opinion. Ça fait rien, ça. Voilà, donc vous voyez, je suis peux le dire avec capable. subtilité aussi. Qui m'interroge, c'est quand vous dites on laisse de plus en plus de jeunes, ou le système laisse de plus en plus de jeunes de côté. Vous pourriez développer ça et voir les raisons pour lesquelles ça se passe. Oui, mais bien sûr. C'est actuellement notre préoccupation. Ça vous interroge, vous, mais moi, ça m'inquiète. Et je ne suis pas le seul. Ça inquiète notre ministre, dont je rappelle quand même, et ce n'est pas une formule rhétorique, qu'il a posé, prôné, préconisé, ce qu'il appelle l'école de la confiance. C'est-à-dire de la confiance entre acteurs de la communauté éducative eux-mêmes, entre la société et leur école, et entre... Il sera avec nous en début d'après-midi. Mais je le sais, et donc vous pourrez l'interroger sur l'école. On lui dira que vous dites du bien de lui. Vous avez raison, mais je pense que... Alors, monsieur, la question que vous me posez, c'est 1. Sommes-nous conscients qu'on laisse de plus en plus de monde sur le côté? Oui, d'ailleurs, c'est moi qui viens de vous le dire. 2, que faisons-nous pour essayer de faire qu'il en soit différemment, qu'il en aille différemment? D'abord, on s'interroge sur les gens qu'on n'arrive pas à faire progresser. Cela s'appelle le décrochage. Vous le savez, vous, les élèves et les professeurs, certains de vos camarades ou de vos élèves sortent après 16 ans sans aucun lien avec l'école et sans aucun diplôme. J'entends que le diplôme ne soit pas le brevet sacro-saint, mais en même temps, il montre quand même l'acquisition, normalement, d'un certain nombre de compétences. Et les jeunes qui sortent sans rien sont des jeunes qu'on laisse sur le côté. Et nous nous intéressons à eux. Nous essayons de voir, comme vous venez de le dire, Madame, pour l'école Montessori, comment également adapter nos parcours à des attentes individuelles, à des compétences individuelles, à des problématiques individuelles. Pour éviter de laisser trop de monde sur le bas-côté, il faut prendre en considération 2 paramètres qui sont normalement contradictoires. L'école est une école de masse, mais il faut de plus en plus faire une école individualisée. Une école, c'est la quadrature du cercle. Croyez-moi, nous y travaillons. Je n'ai pas dit que nous y avions réussi, mais je dis très clairement que nous nous posons ce problème. Ce problème est pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser les gens? Ce problème est économique. Que faut-il faire pour permettre à ces jeunes de s'insérer dans le marché? Pour moi, ce n'est pas un pas psychologique aussi? Est-ce que vous avez suffisamment de professeurs qui sont dans cette logique-là, qui sont capables eux-mêmes de se transformer? Parce que pour changer l'éducation, il faut qu'on soi-même on accepte le changement. L'éducation, depuis la Révolution française, vit en se transformant. Je ne dis pas qu'elle le fasse toujours parfaitement, mais... ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a découvert que l'éducation devait évoluer et s'adapter. Vous savez, il y a 2 types de révolutions. Il y a les révolutions de rupture,
clair et net. Et puis il y a ce qu'appellent les spécialistes de l'innovation, des révolutions incrémentales. Une innovation qui arrive dans la suite de progrès qui ont été faits. Sauf que désormais, il faut que cette révolution franchisse un seuil extrêmement important. Ce seuil, c'est mettre ensemble l'école de masse et les parcours individualisés, faire en sorte que de moins en moins de jeunes soient laissés sur le côté, c'est poser des problèmes sociaux, d'équité et d'égalité également, faire en sorte que tout le monde ait accès au même savoir, et c'est enfin, je termine avec ça parce que je vous vois impatient, c'est enfin réconcilier l'école, les savoirs, et la vie économique, si tant est qu'elles aient été dissociées. Je rappelle quand même en France que la loi sur l'enseignement technologique et les liens avec le monde économique, la loi Astier, date de 1919. Alors peut-être qu'elle n'a pas donné tous ses effets, mais en tout cas, nous ne découvrons pas le monde aujourd'hui. Nous découvrons en revanche des problématiques plus importantes et dans un contexte que vous avez rappelé, c'est vous, Grégoire, Monsieur le Président, qui est le contexte d'un chômage qui est celui de masse, là aussi. Oui. Merci en tout cas pour avoir vu mon impatience. Vous êtes dans l'écoute, donc, et c'est la première des qualités pour pouvoir enseigner. Il y a également la question de la pédagogie et de l'innovation en pédagogie. Et pour cela, je vais passer la parole à Sylvain Bureau, qui est directeur scientifique de l'Institut Jean-Baptiste Say de l'ESCP Europe. Votre recherche, en général, porte sur des pratiques de création, start-up, projets innovants de rupture. Ça fait une dizaine d'années que l'Institut Jean-Baptiste Say développe des voies alternatives à l'enseignement. Est-ce que, à l'époque déjà, il y a 10 ans, vous aviez compris qu'il fallait essayer d'innover en termes de pédagogie et d'approche dans l'enseignement? Merci. Peut-être pour commencer, j'aimerais partager mon expérience. Donc, il y a à peu près 20 ans, je suis allé au carrefour de la porte de Montreuil avec des amis et je me suis fait refuser l'entrée du carrefour. Je ne sais pas si vous avez... Quelqu'un a déjà été refusé à l'entrée d'un supermarché? Ça arrive à des amis, ouais. Et pour quelle raison vous avez refusé? Parce qu'à Carrefour, à Montreuil, il y a beaucoup de quartiers difficiles autour du Carrefour. Et j'étais avec des amis en jogging qui ressemblaient beaucoup à des gens de quartier. Et donc, du coup, ces jeunes, statistiquement, font un peu le bazar dans le supermarché. Donc, on leur interdit l'entrée. D'accord. Donc, je me suis un peu défendu. On a fini par réussir à rentrer. C'était même pas une boîte de nuit. Et aujourd'hui, en fait, j'enseigne à l'université Stanford. J'ai enseigné la semaine dernière au musée Centre Pompidou, qui est le deuxième musée d'art contemporain et d'art moderne au monde. Et j'avais aucune idée que j'allais faire ça dans ma vie. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, j'aimerais juste partager cette petite expérience qui consiste à... Alors moi, j'ai eu deux pratiques. La première, c'est de travailler et de ne pas trop savoir forcément à quoi ça servait. Et je pense que derrière tout ce qu'on vous raconte, il faut vous rendre compte que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, statistiquement, sont tous issus des meilleures institutions de formation au monde. Donc il n'y a pas comme ça des entrepreneurs dans un garage qui créent des super business qui vont croître. Ils ont tous des super diplômes. Après, il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat qui fait de l'argent, mais qui est très risqué, qui s'appelle le trafic de drogue. Ça marche très bien, c'est de l'entrepreneuriat, pas de problème. Il y a des chercheurs très sérieux à l'université de Chicago qui ont montré que c'était de l'entrepreneuriat, mais c'est très risqué, c'est pas forcément une belle trajectoire de vie, même si vous pouvez développer des compétences. Donc, il faut vous rendre compte que dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'avez pas des diplômes, ça va être quand même beaucoup plus compliqué, statistiquement. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous allez travailler comme des fous, comme des dingues, si vous trouvez en fait ce qui vous intéresse dans la vie. Et l'intérêt dans la vie, ça va dépendre de vous, finalement. Et donc, l'enjeu, c'est de trouver qui vous êtes en faisant des choses. Donc, vous ne dites pas, mais qu'est-ce que je veux... Non, vous faites des choses, et parce que vous allez faire des choses, parce que vous allez rencontrer des gens, vous allez comprendre ce que vous voulez faire dans votre vie. Et pour rencontrer des gens, il ne faut pas juste rester dans sa tour en bas de son quartier, parce que les gens en bas de son quartier, ils ne font pas forcément des choses que vous aimeriez faire, donc il faut sortir. Et je dois dire que vous avez une chance, moi j'aurais adoré être à votre place il y a quelques années, parce que c'est une chance énorme de sortir, et je félicite et je remercie les professeurs qui ont contribué à l'initiative, parce que c'est par ces rencontres, c'est en allant voir d'autres gens qu'on sort de son ghetto. Et moi aujourd'hui, mon travail consiste à faire découvrir d'autres univers, non pas des gens des quartiers,
mais les gens qui sont dans la meilleure école de commerce de France, une des meilleures, qui s'appelle le SCP Europe, parce que l'enfermement social, en fait, il est chez tout le monde. Alors, à l'ESCP, c'est plus confortable, c'est clair, mais ça reste un certain enfermement. Et donc, pour ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle l'art thinking, donc une méthode qui s'appelle improbable, où on va essayer de fabriquer de l'improbable avec certitude. Parce qu'en fait, il y a 2 enjeux sur lesquels vous allez travailler. C'est un peu paradoxal quand même comme approche. L'idée, c'est que en fait, l'improbable, aujourd'hui, on en a absolument besoin, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le probable est inacceptable pour la planète. On sait que si on continue comme ça, la situation de l'eau, des températures, des modes de vie vont être insoutenables, y compris pour les plus riches. Donc il va falloir que ça change. Donc pour ça, il va falloir trouver des solutions improbables sur notre façon de consommer et de produire. La deuxième raison, qui a été en partie évoquée déjà, c'est que les machines, les robots, sont extrêmement compétents pour fabriquer du probable. Et donc vous, si vous ne savez que maîtriser des connaissances connues, des connaissances établies, eh bien sans doute que la machine pourrait faire mieux que vous un jour. Et donc vous avez besoin de fabriquer cet improbable. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est au cœur de l'être humain. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est que de l'improbable régulièrement. Donc c'est pas vraiment nouveau qu'on ait à transformer littéralement ce qu'on fait de A à Z. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est de l'improbable subi. Là, vous proposez de choisir et de contrôler l'improbable. L'idée, c'est que les artistes, si vous voulez, ils ont toujours fabriqué de l'improbable. Une œuvre d'art, elle reste dans l'histoire parce qu'elle est improbable et elle fait sens et elle est percutante. Et l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'être créatif pour créer. Vous avez besoin de suivre des méthodes et d'apprendre des pratiques. Et donc, l'art thinking, c'est une méthode qui vous permet de créer de l'improbable avec certitude et ça fait sens. C'est-à-dire que vous avez créé quelque chose qui était totalement improbable pour vous et pourtant, c'est plein de sens. Moi, aujourd'hui, j'enseigne au Centre Pompidou, ce qui était totalement improbable il y a 10 ans et pourtant, ça fait sens pour moi. Et je pense que c'est ça la beauté et la puissance de l'entrepreneuriat, qui est une activité de création, c'est de transformer le réel autour de soi, de contester le réel sans s'y dérober et de fabriquer des choses qui font sens pour vous alors même que vous n'aviez aucune idée que vous alliez faire ça. Et alors le lien direct entre le Carrefour Montreuil et le art thinking méthode? Le lien direct, c'est qu'en fait, j'ai habité pendant presque 20 ans dans un quartier qui s'appelle Amandier-Ménilmontant, quartier dit difficile, trafic de drogue en bas de chez moi, lumière éteinte dans la rue, etc. Et c'était à 10 minutes à pied de SCP Europe. Et ces 2 mondes ne se parlent pas, se connaissent pas, n'échangent pas. Et en fait, l'art et les pratiques artistiques vous amènent à traverser les frontières sociales, à rencontrer d'autres univers et à vous permettre de vous rendre compte que les structures du réel vous empêchent parfois de voir et d'apprendre autre chose. Et donc, la pratique artistique permet aux gens de développer d'autres relations. Et par exemple, dans nos ateliers de travail, les gens vont être amenés à aller dans la rue, à Belleville, à Ménilmontant, et rencontrer d'autres richesses qui peuvent eux-mêmes les enrichir. Alors, avant de passer la parole, je voudrais qu'on aille un peu plus loin maintenant dans les méthodes de transformation d'éducation. Montessori, par exemple, les valeurs, c'est confiance, estime de soi, indépendance. Comment, plus concrètement, vous transmettez ces valeurs-là pour que, sortant de chez vous, on soit adaptable finalement, mais de façon choisie, je ne dis pas adaptable de façon passive, au métier de demain et à la vie dans laquelle on est en train de se préparer à aller? Tout d'abord, confiance en soi, estime de soi, indépendance, je ne pense pas que ça s'enseigne. Mais toute la question, c'est de permettre à l'enfant, et moi je vais commencer à parler à partir du jeune enfant, c'est de lui permettre de construire en lui confiance en soi, estime de soi et capacité d'indépendance. Donc pour nous, le chemin qu'on prend, c'est tout d'abord de s'appuyer sur une connaissance des étapes du développement de l'enfant et ensuite de préparer ce qu'on appelle un environnement qui va lui permettre d'être actif, c'est-à-dire de s'orienter, de choisir une activité à partir du moment où on lui a introduit et de pouvoir de façon autonome l'investir, la mener à son terme, la répéter et vivre comme ça un cycle complet d'activité qui va être générateur de concentration, qui est la clé pour nous de la construction intérieure. C'est comme ça que ça commence, en tout cas chez les plus jeunes. Ensuite, au fur et à mesure du développement, notamment à l'école élémentaire, ça restera vrai, ces éléments de base, mais la concentration, elle va prendre une allure différente puisqu'elle va être vécue à travers notamment des travaux de groupe. L'idée, c'est ce que l'enfant fonde en tant que jeune enfant, il puisse ensuite le faire vivre
sur une dimension sociale et commencer à vivre l'expérience d'œuvrer avec d'autres. Et qu'est-ce que c'est ? Et de commencer à prendre conscience du groupe dans lequel ils sont, de la cohésion peut-être qui les réunit. Et dans notre approche, en tout cas pour Maria Montessori, ça c'était le fondement de ce qu'elle appelait une future possibilité de société par choix. Xavier Delattre, le recteur a parlé d'une école facteur de confiance, dans laquelle la confiance sera au centre. Vous connaissez bien l'actuel ministre, enfin, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la réalité dans l'observation que vous faites de ce qui se passe à l'école ? Aujourd'hui, c'est difficile de répondre c'est la réalité ou pas la réalité. Ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui est actuellement mis en place pour ouvrir l'école. Et je pense qu'il y a pas mal d'expériences. Philippe disait, on n'est pas là pour opposer. Je vois le nombre d'initiatives. Philippe parlait de 100 000 entrepreneurs, qui est une organisation que l'on soutient et qui se développe. Je vois le nombre d'outils qui sont proposés actuellement aux professeurs et qui leur permettent de développer de nouvelles compétences et de créer de la confiance. Je vais vous prendre 2-3 exemples concrets. On soutient par exemple une organisation qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui crée des mini-entreprises. Des mini-entreprises, c'est dans une classe, on crée une vraie entreprise, une toute petite entreprise, sur laquelle on va créer un projet pour fabriquer un produit ou rendre un service. Ça veut dire qu'on va créer cette entreprise, donc il va y avoir des embauches d'élèves entre eux, donc ils vont rédiger une lettre de motivation, un CV, ils vont apprendre que le français c'est quand même vachement important pour faire ça. Ils vont se dire, bah, tiens, mon modèle, mon produit que je veux fabriquer, eh bien, je dois faire un budget, je dois faire mon modèle économique, un peu de maths, c'est quand même utile. Si je travaille avec une autre organisation, une autre mini-entreprise qui est à l'étranger, j'ai besoin d'un peu d'anglais. Quand je vais vendre mon produit, bah, je vais argumenter, je vais dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans mon produit, par exemple. Mais quand je rentre en relation avec quelqu'un, eh bien, il me faut un peu de culture autour, parce que je ne parle pas directement de mon produit, je connais la personne, on va parler de l'actualité, on va parler de 3 références culturelles que l'on a ensemble pour créer ce lien. Et l'avantage de ces outils-là, c'est que vous avez des jeunes qui peuvent du coup s'auto-évaluer, et donc il n'y a pas ce côté de sanction. Et on sait que l'auto-évaluation crée la confiance et que la confiance permet à des jeunes de mieux gérer leur stress, et quand ils gèrent mieux leur stress, ils sont plus créatifs. Donc vous voyez, il y a pas mal d'outils. Je pense à une autre option, on est actuellement co-organisateur d'un événement Option Startup qui permet à des classes d'emmener des jeunes dans des incubateurs, donc de voir des startups qui sont en train de se développer, de se créer, et en discutant avec les startupeurs, qu'est-ce qu'ils découvrent des nouveaux métiers. C'est peut-être pas leur métier de demain, mais ça les ouvre en tout cas à de la réflexion et donc là encore de la prise de confiance. Et autre chose, c'est qu'on se rend compte, vous savez, on est toujours en train de dire les profs n'aiment pas l'entreprise, l'entreprise n'aime pas les profs, mais quand vous les mettez ensemble, le lien finalement, il se fait quand même pas mal. Et il y a quand même des ponts qui se créent et que les gens se comprennent finalement mieux qu'on le pense. Enfin, je le crois. Et puis un dernier petit point, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Dans votre expérience, et puis vous en parliez aussi, c'est, et je pense que l'éducation peut aider là-dessus, mais c'est aussi le rôle des parents, c'est aussi le rôle de l'entreprise quand vous embauchez des jeunes, c'est leur apprendre que c'est bien d'aller au-devant des gens, c'est bien d'être dans le faire, c'est bien dans l'apprendre, mais c'est bien d'avoir un truc là pour écouter plein de choses, c'est bien aussi d'avoir ces temps où je peux réfléchir sur moi, où je peux méditer, où je peux faire la synthèse, où je peux avoir un projet. Vous savez, il y a quelques mois, je suis tombé sur un jeune, 25 ans, un jeune pro, et je discutais avec lui, il me dit, mais je suis en train de me rendre compte que finalement, je vis avec une copine, mais je dis, pourquoi, et mon métier m'ennuie. Et je lui dis, et alors, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je suis en train de découvrir que j'ai jamais pris le temps de savoir, j'ai tout autour de moi, mais j'ai pas pris le temps de cette réflexion. Et je pense qu'il faut aider à chacun à prendre ce temps de laisser ce cerveau perdre du temps pour justement trouver des solutions. Alors, apprendre et transmettre autrement, c'est aussi envisager de nouvelles formes de collaboration entre l'entreprise et le monde éducatif. Je voudrais, avant d'aborder cette question-là, et de vous entendre, proposer d'entendre une jeune entrepreneur qui s'appelle Areba Rehman et qui est membre de la délégation du G20 des jeunes entrepreneurs qui était à Buenos Aires il y a très peu de temps.
Argentine, au G20 des jeunes entrepreneurs, on a beaucoup travaillé sur ces questions d'éducation, sur la nécessité de former mieux les jeunes, de les éduquer à l'entreprise. Mais selon vous, ça n'est qu'une partie de la solution. Il faut donc parler aussi de l'entreprise au corps enseignant et lui permettre d'apporter des réponses aux jeunes générations qui sont dans ce mouvement-là. Absolument. Alors, il y a déjà une association qui le fait très bien avec 100 000 entrepreneurs, dont moi-même je suis membre. Ça veut dire qu'on va intervenir dans des établissements scolaires pour parler de la vie de l'entreprise, de l'entrepreneur en général, comment on le vit au quotidien, pour en parler aux jeunes étudiants, mais aussi en parler aux enseignants. Donc, les mentalités changent. Moi, je parle de personnes capitalistiques il y a 12 ans. Ça a pas mal évolué, mais certainement pas assez. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport à la formation des enseignants qui, eux, vont pouvoir, une fois qu'ils ont bien compris ce que c'était, quel est notre rôle au sein de l'économie, c'est qu'à partir de là, qu'eux seront convaincus qu'ils vont pouvoir inculquer cette culture aux jeunes dans la classe. Voilà, un témoignage rapide et qui conforte par son expérience, bien sûr, une réaction, monsieur le recteur. Une réaction positive et puis un constat. Une réaction positive sur l'ambition. On réussira si on se connaît mieux et on réussira à dépasser des stéréotypes qui nous ont empoisonnés et qui, je le vois, sont dépassés. Dépassables en tout cas et sont en train d'être dépassés. C'est-à-dire l'opposition entre le monde réel de l'entreprise et un monde irréel de l'école, l'opposition entre le savoir et l'expérience. Tout ça, ça doit être dépassé. Comment cela doit être dépassé? En se connaissant réciproquement. Comment se connaît-on? En accueillant dans l'école, à l'école, je le redis solennellement, en accueillant très clairement les corps d'inspection, les professeurs le font, les entrepreneurs qui ont envie de dire quelque chose. Mais pas seulement qui ont envie de dire quelque chose, qui ont aussi, pardonnez-moi, envie d'apprendre à l'école, de voir ce que l'on fait à l'école. Je parlais avec nos amis de Croissance Plus récemment à la Sorbonne d'une expérience merveilleuse, qui est une expérience où les entreprises reçoivent 3 jours des professeurs en immersion, en quelque sorte, pour découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise. Ça marche très bien dans notre académie comme dans d'autres académies. Et j'ai proposé, ce qui ne se faisait pas, le contraire, ou plutôt la réciproque, c'est-à-dire que des entrepreneurs viennent, alors peut-être pas 3 jours, mais en immersion, une journée, pas pour faire une conférence, pas pour nous apprendre, mais pour écouter et pour nous redire ensuite ce qu'ils ont considéré comme problématique ou pas. Lorsque j'étais recteur de Nancy, dans le Grand Est, j'ai fait venir des entrepreneurs allemands pour visiter des lycées professionnels. Pourquoi? Parce qu'on oppose couramment, depuis le 19e siècle, le modèle allemand, l'absence d'enseignement, l'apprentissage en dehors du milieu scolaire, etc. On va en parler tout à l'heure. Vous allez en parler tout à l'heure, donc je ne déflore pas. On oppose le modèle allemand et le modèle français. Depuis 1866, c'est comme ça. D'accord? Sauf que quand les entrepreneurs allemands, et nous avons créé, nous, à Paris, maintenant une plateforme de stage franco-allemand avec la Chambre de commerce, quand les entrepreneurs allemands voient ce qu'est un lycée professionnel français, ils se disent, après tout, on apprend aussi des choses dans les lycées, y compris sur le métier, et ils en repartent avec une idée fort positive, qui est celle que transportent nos professeurs ici présents et nos élèves, qui ont eux-mêmes besoin de progresser, dont je plaide pour une réciprocité de connaissances et pour un dépassement de ces clivages qui nous ont empoisonnés, mais dont on voit bien qu'ils appartiennent désormais au passé, grâce à vous. Sylvain Bureau, un petit mot sur la vidéo, un commentaire, relation entreprise, monde de l'enseignement en général, faisons pas de chapelle. Et puis après, si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. Je pense que parfois c'est un peu exagéré cette histoire des connaissances qui doivent être utiles pour le monde de l'entreprise, etc. Moi, j'ai qu'une formation extrêmement théorique. Ça ne m'a pas empêché de réfléchir ensuite dans des enjeux pratiques. Je pense que ce n'est pas forcément ça le problème de l'opposition. Par contre, il y a un enjeu de langage. C'est-à-dire que moi, je parle parfois du terme de polyglotte social. Donc, il y a polyglotte, c'est celui qui parle plusieurs langues, anglais, français, etc. Et moi, j'ai découvert la notion, j'ai vécu cette notion de polyglottisme social, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans des univers sociaux tellement différents
que vous devez changer votre langage. Et moi, je me suis très vite rendu compte que si on avait le même langage dans mon collège en zone d'éducation prioritaire et dans d'autres contextes, ça passait pas en fait. Et donc, il faut apprendre à parler différemment et apprendre des différentes langues qui sont liées à des contextes sociaux différents. Et c'est pas pour ça que vous reniez vos origines, mais vous avez besoin, quand vous allez aux États-Unis, de parler anglais. Quand vous passez d'un collège en zone d'éducation prioritaire à une entreprise, vous parlez pas la même langue. Et si vous le faites, ça va poser problème pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui souhaite intervenir Monsieur là-bas. Et puis, ensuite, si parce qu'il y a beaucoup de femmes également, une étudiante ou un étudiant souhaite intervenir, n'hésitez pas. On est d'accord sur un format question-réponse, quoi, donc assez. Oui, assez Patrick rapide. Texido, conseiller du commerce extérieur de la France. Donc nous-mêmes, nous intervenons dans environ 2 à 3 000 établissements. Nous intervenons pour donner l'envie d'entreprendre à l'international. Nous formons environ 70 000. Nous intervenons près de 70 000 étudiants par an. Donc ici, nous intervenons près des lycées qui sont ici et d'autres établissements, BTS, etc. Alors, Vous le faites bénévolement. Hein. Oui. Ce que je voulais dire, c'est nous sommes missionnés par le ministère des Affaires étrangères pour ça. Ce que je voulais dire, c'est là, votre sujet, c'est l'éducation et la formation. Les étudiants sont ici, les profs sont ici. De ce côté-là, je ne comprends pas. Les enseignants et les étudiants devraient être sur scène, en train de débattre. Ça, c'est ma première question aux organisateurs. Et ma deuxième question s'adresse à M. Pécou. M. Pécou nous dit il y a 100 000, vient de nous apprendre qu'il y a 100 000 décrochages par an. Mais ça, c'est une vérité de la palisse, nous le savons tous. Mais ce que je voulais savoir, monsieur le recteur, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter ces décrochages. Monsieur Blanquer a dédoublé les petites classes. Ça, c'est une action concrète. Qu'est-ce que vous faites pour que les enseignants, les jeunes enseignants que vous envoyez dans les banlieues soient polyglottes? Qu'est-ce que vous faites pour les former? Pourquoi vous n'envoyez pas les plus expérimentés dans les banlieues? Concrètement, que faites-vous, monsieur le recteur? Merci. Autre intervention? Oui. Monsieur là-bas, si on peut lui donner ou transmettre un Bruno, micro. je me permets d'intervenir. Hervé Lassalas, président de Pluriclub. Je vous écoute avec un grand intérêt. Et Bruno, pardonne-moi de faire un peu de provocation, mais j'ai eu une expérience récente dans un lycée professionnel à Colombes, pour ne pas le citer, où après une journée que j'avais passée dans ce lycée, j'étais complètement abattu par le niveau des élèves qui étaient là. Et j'ai discuté avec un prof qui m'a dit, au début, quand ils arrivent en troisième ou en seconde, je ne sais plus, il y a un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais. Et quand ils repartent 3 ans après, il y a tout le monde mauvais. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un élève levait le doigt, levait la main, etc., je venais intervenir, les autres lui disaient « ouais, t'es un lèche-cul, c'est pas la peine, etc. » Donc c'est assez dramatique. J'ai vécu ça de manière dramatique. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une attitude ici un peu provocatrice et qui amène, je dirais, un peu le phénomène des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a un tel décalage entre ce que les élites veuillent, et moi le premier, j'ai aussi appartenu à Entreprendre pour apprendre, et la réalité. Voilà ma question. Ok. Mais dans ce que tu dis, et c'est surtout la réaction de la classe qui ne pousse pas les jeunes à collaborer avec le prof, dans ce que tu dis. Vas-y, monsieur. Et puis après, s'il y a des plus jeunes, il ne faut pas faire non plus de ségrégation en classe d'âge, mais des gens qui sont étudiants, qui veulent intervenir, surtout, moi c'était plutôt pour vous que je laissais la parole, et pas... Mais la parole est ouverte à tout le monde, bien sûr. Bonjour, alors vraiment désolé, je ne suis pas une étudiante, mais bon, ouais. je vais quand même poser une question. Rien n'est perdu encore. Voilà, donc Jean-Louis Pierrel, IBM, talent du numérique, Syntec numérique. À l'ère de la révolution digitale, l'éducation nationale a bien compris qu'il y a une nouvelle langue, effectivement, à apprendre, le numérique. Je crois que Claude Thérosière interviendra tout à l'heure et pourra parler du projet Class Code, sur lequel on est tous impliqués. Apprendre
apprendre le code, apprendre le langage numérique. On parle même d'humanité scientifique et numérique qui rentre maintenant au lycée. Une question toutefois, comment former les enseignants ? Car là, il y a vraiment un enjeu colossal. Comment déjà arriver à former au numérique les enseignants ? Merci. Et peut-être, est-ce quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Une fois, deux fois? Non, là, je vais limiter à 25 ans. Ah, oui. Non, un petit mot alors de monsieur, qui a eu 25 ans il n'y a pas longtemps. Mais rapidement, parce que les enseignants parlent en général 50 minutes. Donc, on va me laisser le temps. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier pour les interventions de qualité. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous faire savoir que notre établissement, le Protectorat Saint-Joseph, vient de faire une semaine de partenariat avec l'entreprise. On remercie beaucoup son président qui est présent, parce qu'on a eu 40 entrepreneurs qui ont défilé dans l'établissement. Ils ont fait bénéficier nos élèves de leur expérience. Et ça, c'est une très bonne initiative qui est très salutaire. Après ça, je reviendrai sur une petite remarque, tout simplement, parce que le rapprochement, il est très difficile aujourd'hui entre les entreprises, les entrepreneurs et parfois, j'allais dire, les associations. La difficulté, bien entendu, réside peut-être au plus jeune âge. Pourquoi ne pas qualifier un apprenant d'entreprenant dès dès la maternelle, dès la primaire? Parce que cette idée-là d'entreprendre, il faut qu'elle soit dans l'esprit de tous les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, un apprenant, c'est quelqu'un qui stocke des connaissances. Un entreprenant, c'est quelqu'un qui agit. Comment essayer de rapprocher ce genre d'éléments? Et enfin, dernière chose que je voudrais aussi souligner, c'est le fait de parler effectivement de confiance. C'est une très très bonne chose aujourd'hui, il faudra qu'il y ait de la confiance. On parle également de résistance, parce qu'il y a des corporations parfois, peut-être pas les enseignants, ce sont les enseignants généralement qui déverrouillent les portes des entreprises. Et on n'a pas vu de chef d'entreprise, déverrouiller nos portes parce qu'on fait, des mains et des pieds parfois pour obtenir un rendez-vous, pour placer un stagiaire. On aimerait bien que les chefs d'entreprise viennent déverrouiller nos portes de l'établissement, des classes, pour qu'on puisse échanger, bien entendu. Et au-delà de ça, il faut bien entendu une volonté politique. Est-ce que tout ne réside pas là? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser la parole, avant de revoir un autre témoignage en vidéo, à nos invités. Sur la première question, vous avez raison, mais comme l'a dit Grégoire Sainty, on est dans un schéma horizontal, on est tous là. Des étudiants, des professeurs, etc. Donc des vidéos, donc voilà, l'expérience de tout le monde est exprimée ici. Et je pense que c'est la réponse à votre première remarque, monsieur. Sur les autres, peut-être monsieur le recteur, puisque vous êtes en première ligne sur ces questions. Non, je note néanmoins que... Avec une injonction quand même de dire ce que vous faites. Le ministère des Affaires étrangères fait injonction au ministère de l'Éducation de s'expliquer. Je n'aurai pas la prétention de m'expliquer. Non, monsieur est un conseiller de commerce extérieur et il n'est pas du tout au ministère. C'est un entrepreneur. Ah, c'est un entrepreneur. Pardonnez-moi, alors autant pour moi. Alors, l'entreprise... nous avons organisé du reste à la Sorbonne une grande rencontre avec tous les représentants des entreprises françaises à l'extérieur pour évoquer cette question des liens entre l'éducation en France et les demandes à l'étranger. Alors, je ne vais pas évidemment me livrer à un catalogue, à un inventaire. Il se trouve que, le nombre de décrocheurs a diminué. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. 2, qu'un certain nombre d'actions partenariales faites avec les acteurs de bonne volonté ici présents se déploient. C'est tout. Je peux vous en donner un fastidieux catalogue. Je peux simplement vous dire qu'il y a des micro-lycées, qu'il y a un certain nombre d'actions de prévention, qu'il y a des associations comme C'est Possible qui nous aident à non seulement prévenir, mais à raccrocher. Je ne vous dis pas médiatiquement que les résultats doivent être visibles demain, parce que ce que vous attendez, c'est cela. Alors là, je vous le dis très simplement, ce n'est pas possible. Il faut quand même savoir, là c'est une des missions de l'école, il faut savoir distinguer les temporalités. C'est vous, Xavier, tout à l'heure qui avez évoqué cela. Et il y a une temporalité de l'éducation, il y a une temporalité des fruits aussi des actions partenariales,
Et puis, il y a une temporalité de l'injonction, de l'intervention. Nous aurons toujours raison quand nous demanderons des résultats concrets sur des problèmes extrêmement importants. Sauf que ces résultats concrets, ils s'obtiennent grâce à une action qui est une action partenariale, qui est une action qui est en train véritablement de se développer. Comment? Eh bien, revalorisation de l'enseignement professionnel, par exemple, lien voulu par notre ministre dans sa future réforme ou transformation de la voie professionnelle entre enseignement général et enseignement technologique et professionnel. Comment? Avec l'établissement concret des campus des métiers et des qualifications qui seront ouverts vers l'étranger. On en ouvre de franco-allemand, de franco-italien. Bref, l'inventaire serait fastidieux. Je vous dis simplement une chose. Attention à la facile injonction de résultats immédiats. Cette facile injonction de résultats immédiats, elle est toujours trompeuse, même si, évidemment, elle paraît toujours satisfaisante. C'est facile de demander des comptes. Essayez de voir simplement ce qui est réellement fait. Non, je pense qu'objectivement, la prise de conscience a été faite après ce que disait Grégoire Santi, c'est la capacité, la vitesse avec laquelle la demande existe et la capacité d'une institution de s'organiser. C'est ça la question. Elle s'organise, vous avez raison, pardonnez-moi, on réagit peut-être pas assez vite, mais qui dans cette salle est capable de prévoir ce que seront les métiers leaders dans 10 ou 15 ans? Nous travaillons ensemble pour essayer de le prévoir. Cela dit, le travail a besoin de se faire. Et sur la question du codage, alors, ça devient absolument central dans notre éducation. On va ouvrir. Mais écoutez, nous allons ouvrir. Mais je suis confus de devoir donner des exemples aussi précis et de me transformer moi-même en annonce publicitaire. Nous allons ouvrir à Paris un campus des métiers dans un grand lycée en partenariat avec la collectivité régionale, la région, avec un certain nombre d'acteurs économiques, un campus des métiers qui aura pour objectif le codage et l'intelligence artificielle. C'est peu, mais ça existe. Pour le reste, vous l'avez dit vous-même, le ministre, dans la réforme du baccalauréat, prévoit une nouvelle discipline pour laquelle nous allons former des professeurs. Je ne peux pas vous dire mieux. Nous n'avons pas encore le résultat concret, mais qui l'a ailleurs en Europe. Faisons un petit peu aussi de comparaison européenne. Moi aussi, j'ai enseigné longtemps aux États-Unis. Je sais que les progrès ne se mesurent pas aussi brutalement et immédiatement. Isabelle Séchaud, un petit mot pour répondre aux interrogations. Sur le plus jeune âge, notamment, peut-être? Oui, bien sûr, j'ai parlé du plus jeune âge. C'est une des questions qui revient chez monsieur. Si, ça marche encore? Ah oui. Non, il faut juste donner le temps aux techniciens de savoir de quel micro il s'agit pour le mettre en fonction. Okay. Donc, oui, par rapport au plus jeune âge et à cette idée de considérer le petit enfant comme étant un entreprenant, écoutez, dans le cadre qui est le mien, celui de la pédagogie Montessori, on considère que de la naissance à 3 ans, il est un créateur déjà, et que parce qu'il construit un individu unique, il fonde l'individu qui est amené à se développer par la suite à travers le développement du mouvement, du langage, sa capacité de relation et tout ce qui va faire qu'à un moment donné va pouvoir se présenter au monde comme étant moi-je, grosso modo autour de 3 ans. Et toujours dans notre prisme, Montessori, elle nous parle de l'enfant de 3 à 6 ans comme étant un embryon social. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il doit construire, ce qu'il doit créer, c'est de permettre à cet individu de pouvoir commencer à se développer dans le cadre d'un nous. Et ça va continuer à se développer de plus en plus, ça va être très central. Ensuite, à l'école élémentaire et ensuite encore bien plus au niveau dans le programme qui est prévu pour les adolescents. Donc, cette idée de créativité, finalement, liée à la construction même de l'enfant, elle est très, très présente. Alors, peut-être pas avec la couleur entrepreneuriale que vous lui donneriez, mais voilà, c'est une entreprise unique que l'on voit se développer sous nos yeux. Alors, nous avons entendu Rayman tout à l'heure sur la nécessité de mieux former les jeunes à l'entreprise, un point de vue qui est fondé sur son propre parcours. On va l'écouter une seconde fois.
avez une particularité, Reba Rehman, c'est que vous avez été enseignante dans l'éducation nationale, vous enseignez l'anglais avant d'entreprendre une carrière de chef d'entreprise. C'est exact. C'était un sacré saut. C'est un grand saut qui n'a pas toujours été compris aussi bien par mes proches, par mes amis, mais surtout par mes collègues enseignants, qui se sont dit mais comment ça se fait que quelqu'un qui est fonctionnaire, qui a un avenir déjà presque complètement tracé, peut partir de l'autre côté, c'est-à-dire une personne entre guillemets capitalistique, puisque c'est un peu malheureusement comme ça que sont vus les entrepreneurs du côté de l'enseignement général. C'est comme si vous aviez un peu trahi votre camp? Peut-être un petit peu, puisque aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de contacts, malheureusement, dans le secteur. Il y en a encore beaucoup qui me soutiennent, mais pas assez. Parce que je pense que... alors, ce n'est pas du tout de leur faute, ils font un travail qui est très bien par rapport à l'éducation traditionnelle, sauf qu'eux-mêmes ne sont pas formés à cet esprit entrepreneurial et ce décalage qu'il y a entre les enseignants, mais alors les jeunes bien évidemment qu'il faut éduquer, et l'autre côté donc les entrepreneurs est énorme et c'est tout cet aspect-là qu'il faut travailler lorsque je parle de l'éducation en général. Voilà pour son témoignage. C'est un risque. Si vous faites prendre goût au professeur à l'entrepreneuriat, il risque de monter des entreprises. Alors, on les monte ensemble. Voilà. Parfait. Alors peut-être juste pour conclure, après cette vidéo, en quelques mots pour conclure cette table ronde, je vous laisse la parole à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui veut commencer la conclusion? Vraiment très brièvement, avant de passer justement à la question, non pas du codage, mais du numérique de façon plus large. Oui, donc pour conclure, l'approche Montessori, si elle apporte quelque chose, c'est l'idée aussi de tout ce dont on a parlé ce matin, différents interlocuteurs l'ont évoqué, ce développement de l'individu, de la confiance en soi, de l'estime de soi, une capacité d'indépendance, doit bien être vu comme étant le fondement de la capacité à évoluer, à s'adapter, à s'orienter dans la vie, pour pouvoir choisir, parce que s'il y a une chose que l'on sait, c'est que le monde sera encore plus complexe, foisonnant, rapide que celui d'aujourd'hui et que les individus de demain auront besoin, avant toute chose, de pouvoir discriminer, discerner les choses pour pouvoir choisir ce qui va être leur propre voie. Et c'est là-dedans que... Enfin, c'est dans cette capacité aussi qu'est contenue la possibilité de pouvoir vraiment transformer quelque chose. Merci. Xavier Delattre. Oui, moi j'avais envie de dire qu'il faut continuer à ouvrir les portes. Je pense que plus il y aura d'échanges entre entrepreneurs et professeurs, plus ces mondes vont se comprendre et plus des lignes vont bouger. Je crois demain qu'il va y avoir une autre évolution qui va arriver, c'est que vous avez remarqué que les entreprises de plus en plus dans leur stratégie ont intégré les problématiques environnementales. Je crois que demain, le rôle éducateur de l'entreprise devra se poser et que vraisemblablement dans leur stratégie, plus qu'aujourd'hui, elles devront l'intégrer parce que les métiers vont évoluer et qu'il faudra faire évoluer des salariés de plus en plus rapidement. Parce que je pense que, tout à l'heure, Grégoire le signalait, il y a des dizaines, centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas couverts. Comment l'entreprise va s'emparer de ces formations initiales en lien avec l'éducation? Il ne s'agit pas de faire des choses en parallèle. Donc je crois que ce mixte doit continuer. C'est celui qui va être créateur d'avenir. Et puis aujourd'hui, Philippe disait 50 ou 60% des jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bravo, allez-y. Mais juste un conseil, ne restez jamais seul. N'oubliez pas que monter une start-up, ce n'est pas un monde de bisounours. Il y a 90% d'échecs dans les 5 ans. Par contre, ceux qui se font accompagner, et il y a des dizaines, centaines d'associations qui le font, eh bien, le taux de réussite augmente considérablement. Donc allez-y, mais pas seul. Sylvain Bureau. Oui. Je vous recommande d'acheter mon livre. On m'a dit, ouais, tu peux en parler, donc voilà. Ouais. Donc j'ai parlé beaucoup de l'enjeu du langage, et donc j'ai écrit un livre avec 2 autres personnes qui s'appelle Free Your Pitch, donc libère ton pitch. Donc les entrepreneurs ont développé une certaine langue qui est symptomatique, enfin qui est emblématique du pitch, donc qui est un discours direct, assez visuel, incarné, où à la fin il y a un appel à l'action. Donc c'est ce que je suis en train de faire.
parce que en fait, les entrepreneurs effectivement engagent d'autres parties prenantes pour agir. Et donc, quand vous achetez l'ouvrage dans toutes les bonnes librairies Fnac ou Amazon, vous avez accès à une application qui est gratuite pendant 3 mois et qui vous permet en fait d'avoir une méthode pour fabriquer votre pitch. Ça se transforme en PowerPoint ou en site web. C'est très pratique, ça marche très bien, y compris avec des grands patrons qui souvent effectivement ont besoin de changer de langage. Le langage de l'élite jusqu'à présent était plutôt celui de l'énarque. Ça marche encore dans certains cercles, mais de plus en plus, on bascule sur une élite qui parle comme les entrepreneurs. Et donc, je vous invite à apprendre ce discours qui est déterminant pour grandir et vivre sa vie. Merci beaucoup. Monsieur le recteur. Je vous engage, vous, élèves, à considérer que votre avenir professionnel ne doit pas être subi, premièrement, que vous devez réellement le choisir, que vous devez être aidé, vous serez aidé par vos professeurs pour cela. Je vous engage à ne pas changer trop vite de langage et considérer qu'il faut conserver le langage général auquel on vous a éduqué. Et je vous engage à considérer que pour bien réussir un avenir professionnel et donc profiter à la vie de l'entreprise comme la vie de l'entreprise profite à la vie de la nation, il faut d'abord se sentir à l'aise dans sa société et donc que nous fassions nous aussi des progrès en termes d'intégration sociale et qu'il faut se sentir à l'aise également dans sa communauté citoyenne. Et donc, je vous engage à considérer que notre ambition, notre objectif principal à nous, c'est de ne plus dissocier la question scolaire, c'est-à-dire la réussite, la question sociale, c'est-à-dire l'égalité et l'équité, et la question citoyenne, c'est-à-dire l'intégration dans un pays dont nous partageons tous les valeurs. Vous êtes prêt pour monter une start-up? Oui. Dans combien de temps? Vous me direz okay. ce que vous me donnez. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous les 4.